Salut tout le monde, bienvenue dans le trio économique. Écoutez, on en va enregistrer l'épisode 82. Il y a eu un problème de son avec, je ne sais pas pourquoi. Vincent sonnait vraiment comme de la marde. Fait que, qu'est-ce qu'on a décidé de faire à la place? L'épisode est disponible sur Patreon. Les gens qui le veulent absolument, c'est entre autres dans cet épisode-là qu'on parle de la petite clip peut-être que vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux sur les portes de l'enfer. Donc, ceux qui s'en intéressent vraiment, vous pouvez accéder à l'épisode sur patreon.com/isénéchal. Mais comme on ne voulait pas vous laisser une autre semaine, parce que la semaine passée, Vincent était malade, comme on ne voulait pas vous laisser une autre semaine supplémentaire sans podcast, ce qu'on fait, c'est qu'on vous présente la partie Patreon du podcast numéro 76 avec Denis Julien. Là, je vous dis ça au moment où j'enregistre cette petite capsule-là, je n'ai pas encore fait le montage. Fait que ça se peut que j'ai été obligé de mettre des bips parce qu'on n'est pas généreux ou que j'ai été obligé de censurer certains passages, mais j'espère que non. C'était une bonne discussion qu'on avait avec notre ami Denis. On parle entre autres de l'éducation des enfants, de l'exemple des kibbutz en Israël et de comment l'utopie socialiste s'est révélée finalement être un peu un échec là-dedans. Denis explique aussi pourquoi il pense qu'après Justin Trudeau, on aura peut-être un coach de vie comme premier ministre du Canada. Dernier point avant de terminer. Merci à tous ceux qui se sont procurés mon livre, Live Free and Die, 20 histoires de musiciens. C'est un livre sur l'histoire de la musique qui est faite autant pour les gens qui aiment l'histoire que les gens qui aiment la musique ou qui aiment la culture pop. Ça parle de débauche là-dedans, de déboire, de tout ce que vous voulez, d'histoires sérieuses, d'histoires moins sérieuses. Ça raconte le passage dans un camp de concentration des parents de Geddy Lee, le célèbre bassiste de Rush. Ça raconte aussi le retour de Johnny Cash avec le producteur Rick Rubin après des années un peu sombres de sa carrière sur ses problèmes d'alcool. Ça raconte plein d'histoires comme ça. Donc, merci à ceux qui se le sont procurés. Ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez le faire très facilement en scannant le petit code barre qu'il y a au bas de l'écran en ce moment avec votre téléphone si vous êtes sur ordinateur. Si vous êtes sur mobile, ben, vous faites amazon.ca, Live Free and Die. Vous devriez normalement le trouver assez facilement. Sur ce, ben, je vous souhaite un bon podcast. Bref, voici le seul et unique Denis Julien. Il y a Vincent qui nous a sorti une étude qui m'a fait quand même assez sourire. On en avait déjà parlé de l'expérience des kibbutz en Israël, mais tu as une étude, Vincent, qui parle de l'effet de l'éducation communautaire ou socialiste dans ces endroits-là sur l'intelligence. Comment on pourrait traduire ça? L'intelligence émotionnelle? Je ne sais pas si Ouais, c'est ben, comme ça qu'on plusieurs peut. dimensions cognitives. Puis la raison que je me suis posé Exact. la question, c'est que je me demandais, euh, parce que ma conjointe et moi, on avait une conversation sur les gens qui sont dans des couples en polyamour ou avec des gardes partagées, avec des. Ouais, ouais, ouais. Pas des arrangements de garde partagées, mais vraiment où est-ce que C'était l'enfant. l'idée d'un ménage à 3 avec ta femme. Exactement. Après 2 enfants, c'est le genre de conversation qui deviennent, Exactement. Nécessaire. fréquentes. Exactement. Mais Moi, j'imagine tellement Vincent arriver avec une étude. Là, chérie, il y a une étude Si tu étais qui rationnel. justifie le. Je vais laisser faire les choses que vous pensez qu'on a faites parce que rappelez-vous, je suis pas aussi, ma vie n'est pas aussi intéressante que vous pensez qu'elle l'est. C'est parce que dans la conversation, je me suis dit, ces arrangements-là, de manière évolutionnaire, l'être humain a dirigé vers la monogamie et l'exception des Mhm. couples polyamoureux ou de la polyandrie. Même la polygamie n'est pas si répandue que ça, malgré que la polygamie existe à un certain degré. C'est pas l'institution la plus répandue. Généralement, En général, c'est un truc de caste. Là. ben, c'est ça. Il y a aussi un aspect, mais la norme générale a l'air d'être la famille à deux parents. Et donc, il doit y avoir une. Si ça a évolué comme ça, la nature évolutionnaire suggère Mhm. que cette institution-là a une certaine supériorité. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres expérimentations qui peuvent être faites dans différents contextes, mais si ça a duré et si ça persiste autant, ben, c'est parce qu'il y a probablement des avantages. Puis je me suis posé la question, mais les cas où est-ce que les gens font le choix délibéré de vivre dans des arrangements différents, c'est quoi les résultats de ça? Donc, c'est ça la nature complète de la Ouais, ouais. conversation. Rien d'aussi grossier que Yann suggère.
Mais puis le truc qui m'est venu immédiatement en tête, c'est les kibbutz. Parce que c'est l'exemple parfait de gens qui ont choisi de vivre dans des arrangements communautaires. Donc, le choix est là. Et donc, et les enfants aussi, la vertu de ça, c'est que les enfants n'ont pas choisi. Les enfants sont venus après. Donc, tu sais, tu ne peux pas capturer l'effet de sélection. Tu captures uniquement l'effet. Oh, et Frank a fait la traduction en plus. Ben oui. Parce que des fois, les auditeurs sont là, je comprends pas. Fait que OK. Ben, faire la en petite gros, traduction. le passage, je me suis dit, ben, regardons c'est quoi le résultat. Puis l'étude que j'ai trouvée dans. Ça s'appelle Elion, qui est un nouveau journal, il est relativement récent. Ben, je voulais juste tester, puis la chose qu'il montre, c'est que si tu compares les kibbutz, en passant pour rappeler, c'est des communes en Israël auxquelles les Juifs peuvent participer, qui sont inspirés par des idées communistes. À toute fin pratique, là, on va simplifier la chose. Puis ils ont pris à peu près 1200 adultes, puis ils ont comparé, la moitié avait été élevée dans des kibbutz, puis les autres pas dans des kibbutz. Puis ils ont comparé sur des scores d'attachement émotionnel, de capacité à comprendre les autres, communication non verbale, communication verbale. Puis après ça, ils arrivaient, je pense, au résultat que la communication, la capacité à être intime, la capacité à faire de l'intelligence émotionnelle et la communication non verbale, je pense qu'il y avait 2 des 3 indicateurs qui regardaient étaient vraiment plus bas chez le groupe kibbutz que le groupe non kibbutz. Puis finalement, ils aimaient ça, les tripes à trois? Ben en fait, dans les kibbutz, il n'y a pas de règle en passant là-dessus. Il y a pas de. En fait, il y en a même que c'est pas permis de faire des choses comme ça. C'est juste que tu n'as pas le droit, par exemple, de dire que c'est ton enfant. L'enfant appartient à la communauté. Okay. C'est ça l'aspect qui est différent. Ça ne veut pas dire que les couples sont en polyamour. La seule chose que j'essayais de mesurer ici, c'est ça pour ça que j'aime cette étude-là, c'est que je voulais juste vraiment mesurer l'effet d'un arrangement où il y a multiples parents, ou est-ce que les enfants préfèrent un nombre? Est-ce que c'est mieux pour les enfants d'avoir un nombre limité de parents que d'un nombre gigantesque? Puis il y a Dans l'air le fond, d'avoir dans un un effet. kibbutz, le CPE commence dès la naissance. Ouais, pas mal. Et il est 24/7. Pas mal, oui. Mais c'est quand même étrange, pareil, qu'il y a beaucoup de gens dans certaines mouvances qui prônent ce genre d'idées-là. Là. Dans le fond, l'éducation communale des enfants, ils n'ont pas vraiment de parents, ils sont comme élevés par la communauté. Puis tu te dis, ben, il y a quand même des. Tu sais, nos sociétés ont quand même des fondements millénaires par rapport à ça. Je ne sais pas si en l'espace de 20 ans, tu refais tout ça, si les résultats que ça donne, c'est si bon que ça. Là. Parce que, tu sais, si vous lisez à peu près n'importe quel anthropologue, là, il y a le point que Vincent a dit, la monogamie, mais en fait, ça constitue à peu près toutes les sociétés. Mais en général, il appelle ça l'exogamie monogamique. Là. Ça veut dire, l'exogamie, c'est quoi? C'est tu prends un partenaire à l'extérieur de ta, de ta communauté immédiate. Donc, ce que nous autres, on appelle la famille élargie, mettons. Ouais. Là. Il y a des endroits où c'est mal vu d'embrasser sa sœur. Oui, exact. Fait que l'exogamie, à part en Beauce puis au Lac-Saint-Jean, c'est la norme de toutes les civilisations. Au cabinet du premier ministre. Puis au cabinet du premier ministre. Tout le monde, en voyant ça, pensait à sa sœur, tu sais. Les gros frissons. Mais tu sais, ça procède quand même. C'est juste une suite logique dans la divagation de l'utopie socialiste. Tu sais. On renonce à toute propriété, on partage tout. Donc, il y a un paquet de pulsions qui ne donneront pas lieu ensuite à des affrontements parce qu'on s'affronte pour protéger son bien et les accumuler sans fin. Et là, on exclut le bien de tous les autres. On ne veut que le nôtre et ceux de nos enfants. Fait que tu dis, ben moi, je veux mettre fin à l'accumulation puis à l'exploitation. On n'a rien en propriété propre et même pas les enfants. On ne peut pas dire qu'ils sont nos héritiers de quoi que ce soit, qu'ils sont à la limite, on ne veut même pas dire que ce sont nos enfants. Le « no », il est trop. Fait que j'imagine que c'est une dérive juste normale à partir du moment où c'est ça ton utopie que tu voulais vivre. Mais
je vois très bien, moi, en quoi, même les pédiatres, ils disent, le premier 2 ans, il faut vraiment que l'enfant soit très proche d'un des parents, en particulier, dans le quasi-exclusif. Puis, ils ont l'air de dire également, parce que je ne suis pas un spécialiste, là, mais ils ont l'air de dire également que de pouvoir se sentir en sécurité avec des adultes qui nous sécurisent et nous protègent et nous encadrent pendant un bout de temps, ça favorise pour plus tard plus d'autonomie et de capacité d'affronter un environnement qui n'est pas juste plaisant et sécuritaire. Fait que j'imagine que si ça, ce sont des variables importantes, que si tu les enlèves, mais tu as un autre extrême. Tu as probablement des faiblesses qui sont colligées comme dans l'étude. On est de loin l'animal qui met au monde des enfants les plus incomplets qu'il n'y a pas. Ben oui. C'est hallucinant comment... Ouais, puis ça nous prend un petit bout de les amener à comprendre. Oui, vraiment, vraiment. Non, puis des fois, jamais. Tu sais, le Tanguy, là... il faut que tu aies un Tanguy pour avoir le goût du kibbutz. mais la raison que ça m'intéresse, ce truc-là, c'est que ça me fait penser tout le temps à toutes les... Puis tu l'entends tellement dans les discours politiques, l'idée que juste comme quand ils parlent de il faut une nouvelle société, ou quand tu avais des démocrates aux États-Unis qui disaient ça prend un village pour élever des enfants, puis il faut. Puis le village, naturellement, c'est pas une communauté, c'est l'État qui doit le faire. Parce qu'un État, une communauté, c'est la même chose. C'est le village global. C'est le village global. Il y a pas. C'est pareil. Ta famille élargie ou des gens qui te ressemblent, c'est la même chose que l'État québécois, c'est pareil. Right? Les anthropologues avaient tous compris ça. Mais, trêve de sarcasme, le discours me surprend tellement parce que on dirait qu'il y a comme une sorte de négation de la nature évolutionnaire des institutions et une surconfiance dans l'idée qu'on est capable de concevoir un homme nouveau. Puis j'aurais pensé que c'était mort, ça, avec la fin du communisme, que tu avais une sorte de disparition de l'idée qu'on pouvait réinventer l'être humain. Mais là, ça revient vraiment fort. Là. Il y a vraiment beaucoup de discours à la place publique. Tu peux voir genre des tweets d'Aurélie Langto qu'il faut juste qu'on se reprogramme sur comment est-ce qu'on consomme. Il faut juste qu'on reprogramme comment est-ce qu'on élève nos enfants pour changer leurs valeurs. Puis c'est toute l'idée que toutes ces choses-là sont des trucs qui sont purement transitifs puis que tu peux les changer super facilement, transitoires. Tu peux les changer super facilement. On dirait vraiment que ça revient à la mode, cette idée-là. Puis c'est pour ça que l'étude sur les kibbutz m'avait intéressé. C'est qu'il n'y a pas tant que ça d'études sur des changements extrêmes dans les normes. Parce que l'être humain n'est pas super bon pour gérer des changements extrêmes dans des trucs qu'il a fait de manière révolutionnaire sur des millénaires. Là. Je veux dire, ça fait quand même 35 000 ans que l'être humain vit dans la même manière d'institution. Je comprends pas comment est-ce que ces gens-là peuvent vraiment continuer de faire ce discours-là. C'est surtout que... sidéré pour vrai. C'est surtout que ces types de changements-là qui sont souhaités ou promus sont, dans une large partie, illusoires. Si tu regardes l'histoire des pays communistes, ben, dans le communisme, basé sur la fameuse phrase de Karl Marx, là, que la religion est l'opium du peuple, l'athéisme a été déclaré comme principe d'État. Pas la laïcité, mais l'athéisme. Donc, c'est le cas à Cuba, c'était le cas en URSS. Donc, il n'y a pas de religions qui sont reconnues. La religion, c'est un problème, c'est une maladie mentale, etc. Mais si tu regardes, malgré les plus de 70 ans de régime communiste en Russie, c'est encore un des endroits les plus religieux et les plus pratiquants sur Terre, avec toutes sortes de croyances assez fondamentales. Donc, même malgré le fait que l'État, pendant des années, puis peut-être même, en fait, il y a peut-être une étude à faire là-dessus, si ça n'a pas produit l'effet inverse, si ça n'a pas, dans le fond, poussé des gens à se rabattre sur la religion, justement parce que le gouvernement tentait d'effacer ce truc-là. Fait que, la politique de la table rase où tu arrives, tu dis on va construire l'homme nouveau, on va effacer le passé, on va arriver avec notre espèce d'utopie que le Léviathan t'arrive avec son utopie qu'il veut imposer. Non seulement c'est pas souhaitable, mais je suis même pas sûr que c'est possible. C'est un peu voué à l'échec, ça, ces trucs-là. C'est que tu peux pas aller contre tant que ça l'évolution naturelle
de la société. Puis l'exemple de la religion, je trouve, est quand même assez frappant là-dessus. Là. Puis tu sais, à Cuba, c'est pareil. Tu as quand même beaucoup de gens religieux malgré des années et des années d'athéisme étatique. Là. Fait que j'ai pas le temps l'impression que tu peux shaper la société à ce point-là. C'est une utopie, oui, mais dans le réel, tu peux pas changer du jour au lendemain des trucs qui sont millénaires. Ben, c'est parce que la religion, le rôle qu'elle a toujours joué, c'est de venir nous aider à répondre aux questions qu'on n'a pas d'explication scientifique pour. La vie après la mort, qu'est-ce qui arrive, c'est quoi notre âme, c'est quoi l'esprit, c'est quoi la conscience, toutes ces choses-là. Tu sais. La religion apportait une histoire crédible et compréhensible pour répondre à toutes ces questions-là et une histoire surtout qui a été testée au fil du temps. Tu sais, je veux dire, on en a essayé plusieurs histoires, puis en bout de ligne, celle qui est restée, c'est celle du christianisme, c'est celle du judaïsme, c'est celle de toutes sortes de religions, là, peu importe. Mais ils ont été éprouvés. L'histoire qui a été construite a été parfaite pour aider les gens à déterminer le bien du mal, ainsi de suite. Quand tu arrives, tu veux faire table rase de ça, puis là, tu veux recréer une nouvelle histoire, ben, c'est parce que tu essaies de le faire sur 10 ans, sur 15 ans, avec une histoire qui n'a pas été testée par les millénaires, ben, tu te rends compte qu'il y a des défaillances graves dans l'histoire, puis ça n'aide absolument pas les gens à répondre à ces questions fondamentales-là. Fait qu'assez rapidement, probablement qu'ils continuent de se retourner vers les religions parce que pour l'humain, expliquer l'inexplicable par une histoire, pour la plupart des gens, c'est quelque chose d'important. Tu sais, moi, Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas qu'une explication cosmogonie d'où est-ce qu'on vient, qui a été créé par tel Dieu. C'est aussi un réservoir de codes moraux. Fait que, à l'intérieur, c'est plein de choses qui sont communes à toutes les religions, mais à tous les codes éthiques également. Tu sais, tu vas respecter tes parents, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Bon, ben, c'est bon pour n'importe quelle société, ça. Puis ça a tout le temps été inclus dans le code religieux, ce genre de choses-là. Puis le Québec, là où on a une fausse impression, c'est qu'on se pose un peu comme un canon de valeurs qui est retrouvé ailleurs, tandis qu'on s'aperçoit qu'ici, la religion n'a pas de place. Mais ailleurs dans le monde, elle en a beaucoup. Elle en a beaucoup encore et elle en a tellement que si tu ne comprends pas cette place-là, tu as de la difficulté à comprendre le monde. Nous, on est sécularisé beaucoup. Ailleurs, on ne l'est pas, puis le pays d'à côté ne l'est certainement pas. Si on revient à ce qui était le lutte et l'affaiblissement des valeurs familiales, moi, j'ai un effet, malgré la présence de l'État qui est importante au Québec, je ne vois quand même pas un affaiblissement de la famille, institution. Parce que ça serait un danger. Anna Arendt disait un État totalitaire, ce que ça fait en premier, ça détruit les institutions intermédiaires. Ça veut laisser l'individu tout nu et tout faible devant l'État, devant le genre. Et l'institution familiale, moi, je trouve qu'elle est encore forte. On peut juste déplorer que tout le monde ne fasse plus d'une famille qui protège, qui encadre et qui défend. Mais ce qui a été l'échec des gouvernements durant la pandémie, c'est quand ils ont commencé à jouer sur des matières où là, tu mettais en contradiction le lien familial et le nouveau commandement d'État. Moi, j'ai décroché le truc à la minute où ils m'ont dit tu ne peux pas partir de ta zone verte pour aller en zone rouge, là où ta fille habite. À partir de là, moi, c'est fini. Ma famille passe avant l'institution. Et beaucoup, c'est ce genre de considération-là qui les a fait remettre en question ce qu'on leur demandait de faire. Quand ça a commencé à nuire à leurs enfants, quand ça a commencé à nuire à l'évolution de leurs enfants, là, c'est là où ça a arrêté pour beaucoup. Donc, moi, je vois quand même que les parents au Québec, je trouve qu'à l'heure actuelle, ce sont de meilleurs parents que ceux qu'on a eus avant. Je trouve que quand ils ont des enfants, ils s'en occupent. Je regarde juste la génération d'Yann, comment ils s'occupent de ses enfants. Ben moi puis Yann, on n'a probablement pas eu des parents qui s'occupaient des enfants comme ça. Moi, je ne pense pas que ça régresse. Je trouve que ça s'améliore. T'en as moins, t'en occupes. Mais en même temps, tu les protèges, tu les encadres et tu n'endureras pas que quelqu'un veuille leur faire du tort.
Et ça, je trouve que c'est Mhm. c'est ce qui limite, en gros, l'importance de l'État. Ouais, le lien avec les grands-parents aussi qui a beaucoup Beaucoup. changé Beaucoup. avec le temps. Là. Tu sais, moi, mon père me disait souvent, t'es chanceux, t'es la première génération ou presque d'enfants qui a eu une relation avec ses grands-parents. Il dit, moi, mon grand-père, ma grand-mère, c'est des gens qui se berçaient, qu'on allait voir une fois de temps en temps, puis ils nous ont jamais gardés, ils ne sont jamais occupés de nous autres. Mais tu sais, moi, j'avais une relation proche avec mes grands-parents, comme beaucoup de gens de ma génération. Hey, je veux juste, ce que je disais tout à l'heure, là, j'ai un peu de gras à mettre autour de l'os. Là. Pendant plusieurs années, la pratique des religions fut de facto interdite en URSS, notamment sous Staline, qui, dès le début, fit détruire des lieux de culte, persécuta des prêtres, faire fermer des séminaires religieux à l'intérieur du pays. L'athéisme d'État fut prôné dans la culture, les écoles, les médias, les musées, soutenus par l'État et le parti. Euh, le, les communautés religieuses, aussitôt que la révolution russe arrive, elles perdent leur statut d'entité juridique, le droit à la propriété, leur droit de passer des contrats sont révoqués, les églises, les mosquées, les synagogues et leurs biens sont nationalisés, l'enseignement religieux est interdit, l'étude de la religion ne peut désormais se faire qu'en privé et non sans risque. Bon, vous voyez le portrait un peu, c'est Oui. une répression du religieux qui est totale. Parce Et j'ai les chiffres qu'il ici. faut que l'individu se retrouve seul devant l'État mammouth. Il ne peut pas avoir d'institution intermédiaire qui va faire de l'interférence. Mais malgré tout ça, j'ai des chiffres ici, c'est des chiffres de 2012, fait que ça peut peut-être changer un peu, là, mais sûrement que le portrait global est le même. En Russie, en 2012, il y a 13% des gens qui se disent athées seulement, malgré ce portrait-là. Donc, la réingénierie sociale, entre guillemets, là, pour reprendre un terme que les conspirationnistes aiment bien, là, ben, ça ne fonctionne pas tant que ça. Là. Parce Ouais, que si ça puis fonctionnait, ce qu'il avait fait, tout le monde serait ouais, athée en puis non Russie. seulement ça, mais le meilleur exemple, c'est, j'en ai un, ça c'est pour illustrer pour les auditeurs. Il y a, il y a un historien de la religion qui s'appelle Rodney Stark, qui est aussi un des rares historiens de la Ouais. religion qui comprend que même les choix religieux ont une motivation en choix rationnel. Donc, c'est pas que les gens sont stupides, là. Les gens religieux sont pas stupides. C'est ça son point de base. Que tu choisis une église comme tu choisis un Big Mac. Mais la chose que lui, il expliquait, c'est quand tu regardes les grandes conversions, donc disons, les musulmans attaquent l'Iran qui est perse et qui ont une religion que je pense que je vais faire une erreur ici, mais zoroastrien, qui est une autre religion Ouais. complètement. Et, Ouais, c'est OK, ça. je n'étais pas sûr si je suis en train de faire une erreur, mais ils prennent, mais là, par conquête, tout le monde se convertit. Puis là, tu te dis, ben, l'Iran est maintenant musulman. Mais en réalité, quand tu regardes, puis lui, ce qu'il a fait, puis d'autres historiens ont fait, ont regardé la vitesse à laquelle les gens se convertissaient. Ça a pris à peu près 300 ans à l'Iran de devenir à moitié musulman. Pas au complet. Ça a pris 300 ans après la conquête pour les gens de se convertir, pas d'abandonner la religion, mais de se convertir d'une religion à une autre. Puis c'était la religion des dirigeants, c'était 300 ans. Tu me dis que sur 300 ans, ils n'ont même pas été capables de convaincre la moitié des gens? Je disais, come on, là. Puis c'était souvent, puis tu regardes souvent comment les conversions se faisaient, c'est que tu avais de la discrimination fiscale. Parce que si tu étais d'un groupe et pas de l'autre, tu payais plus d'impôts. Fait que si tu payais plus d'impôts, qu'est-ce que tu faisais? Ben, OK, ben, je vais me convertir juste pour ne pas payer autant d'impôts. Fait que tu avais des conversions qui étaient probablement même pas des vraies conversions sincères. C'était vraiment juste, ben, j'ai pas envie de payer. Tu sais, l'idée que tu peux changer l'être humain rapidement, je comprends pas comment ça se fait que ça tient autant, mais je comprends pas aussi pourquoi ça revient si fort dans les débats présentement. Non, puis ça, j'avais entendu aussi Jean-François Caron en parler de ça, là, de justement comment les gens étaient au Kazakhstan par rapport à la religion. Parce qu'officiellement, le Kazakhstan, c'est un pays musulman, mais ils ont aussi été sous le joug de l'URSS. Puis dans c'était aussi, je pense, un pays perse avant. Ben, dans le fond, ils ont fait partie de l'Empire perse à une certaine époque. Fait que quand tu vas là-bas, en fait, il y a comme un mélange. C'est comme un genre les gens sont musulmans, mais en même temps, ils ont comme une dose de paganisme, puis sont en même temps un peu non pratiquants aussi. Fait qu'il dit, c'est pas. Tu sais, si tu vas là sur papier, oui, théoriquement, la religion dominante, c'est l'islam,
mais personne, en fait, c'est pas le même islam que tu vas retrouver en Iran ou ailleurs. C'est pas du tout le même genre de pratique. Puis les gens mélangent des pratiques qui étaient du paganisme un peu ici comme les Autochtones, que tu en as qui sont catholiques, mais en même temps, ils ont encore des trucs hérités de leur ancien système. Là. Fait que, tu peux jamais tant que ça assimiler, assimiler, c'est peut-être pas le bon mot, mais faire disparaître en claquant des doigts, ça n'existe pas, ça. Tu peux pas changer des trucs qui sont comme millénaires de même, du jour au lendemain. Yes, Denis de retour. Bon, vous m'avez parmi perdu nous. un peu. Il a fallu que je me replogue. Ben correct. Ça arrive. Des fois, il y a des petits waves de connexion, c'est ça que ça fait. Non, mon ordinateur s'était vidé. Il a fallu que je le reconnecte, c'est tout. OK. Good. Écoute, on a fait un grand tour. Il reste-tu des choses à dire? Je pense que j'ai juste entendu une insulte de la part de Denis. Je suis quand même surpris. Il a été tranquille. Denis, insulte qui tu veux pour closer le show. C'est ça. Tu veux citer pour quel groupe au Québec? Qui veulent pas se laver. Ah oui, ben c'est ça. Ça, c'est le nouveau progrès social, c'est de ne pas se laver. Ouais, vraiment. C'est comme ça. On avait vraiment besoin de savoir, pour savoir qui fréquenter, avant, je les détectais avec les yeux, puis à cette heure, l'odorat va aider. Hey, c'est quelque chose. Ouais. Ça va faire. Ça, ça a fait une semaine. Ouais. Fitzgibbon s'est tellement fait répondre toutes sortes de choses que la semaine prochaine, il va passer à autre chose. Ouais. Il reste sympathique. Mais ça, c'est un autre. Ouais. Mais ça, c'est une autre affaire, peut-être en terminant. Tu sais, avec l'échec du bloc soviétique puis des pays communistes, là, les communistes ont comme changé leur discours, puis maintenant, ils font plus. Tu sais, c'est plus l'apologie de l'État socialiste. Tout, c'est plutôt ce qui dans le jargon, ils appellent ça le communisme primitif. C'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'il faut aller vers l'avenir, l'État communiste, comme on parlait avant qu'il y ait la révolution russe, c'est maintenant, il faut revenir aux origines. Le mythe du bon sauvage, il faut retourner à l'état de nature avant qu'il y ait le capitalisme, avant qu'il y ait mais ça participe beaucoup de ça. Les gens rient, c'est comme des anecdotes, l'apologie des gens qui ne se lavent pas, mais ça rentre dans cette espèce de mouvance-là que avant la société, avant le monde de stress dans lequel on vit, les gens vivaient en harmonie avec la nature. Puis là, tu as toutes sortes de pseudo-experts qui arrivent pour t'expliquer que dans le temps, ben oui, les premiers humains, ils ne se lavaient pas, puis ils étaient heureux comme ça. Ils vivaient en harmonie avec la nature, ils ne détruisaient pas leur environnement. On peut regarder ça d'un point de vue frivole, mais c'est vraiment un discours que dans certains milieux, ces gens-là... en fait, ce qui est quand même drôle, c'est qu'ils continuent à se dire qu'ils sont des progressistes alors qu'ils ont le discours le plus réactionnaire que tu ne peux pas jamais avoir. Quand tu remets même en question l'acquis de la propreté, c'est que tu es rendu loin dans ton désir de retourner à un état primitif. Oui, mais c'est une posture d'ado. Le vrai test, c'est quand tu demandes à la population de changer sa vie au quotidien, puis là, tu t'aperçois qu'augmenter une taxe en Europe, ça crée les gilets jaunes, que si tu t'en prends particulièrement aux camionneurs, tu te retrouves avec une manifestation monstre. Moi, je trouve que ce qui est le fun, c'est quand tu testes ces trucs-là, puis là, tu t'en prends au quotidien, puis là, tu t'aperçois que la population, elle te manifeste. Mon quotidien, il ne changera pas. OK? Puis là, parce qu'on parle de radicalisation, puis on parle d'un autre effet qui est celui de l'insensibilisation. Moi, ça m'insensibilise. À un point où, si à un moment donné, avant la pandémie, j'écoutais la joute, j'étais capable d'endurer Amir Kadir parce qu'il y avait une autre personne qui avait de l'allure après. Maintenant, je ne suis plus capable. Il dit un mot, je me lève. Là, Johan se pose la question, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais ailleurs, je vais aller lire de quoi qui est intelligent. Déjà, moi, je suis rendu que je ne peux plus endurer leur papotage niaiseux parce qu'on me dit, on veut de la diversité, on va mettre même quelqu'un qui est weirdo comme lui puis qui va finir par jeter ses souliers.
Je suis plus capable d'endurer le weirdo. Je suis rendu juste une question pour Denis, puis on va tester quelque chose ici pour voir à quel point on peut insulter les gens. Denis, est-ce que tu penses que tu es plus intelligent que 95% des commentateurs dans les médias? Parce que toi, tu es particulièrement intelligent. Attends, j'ai pas fini. Parce que toi, tu es exceptionnellement intelligent ou parce qu'eux sont exceptionnellement cons? Ils sont très moyens, comme nos politiciens. Okay. Avec le même genre de formation qui les amène pas à être capables d'interroger autrement la réalité. Regarde le premier ministre qu'on a. Tu as un acteur. La fois d'après, c'est quoi que tu vas aller chercher? Lequel des deux? Un coach de vie. Tu n'as aucun calibre qui s'affiche de manière publique. Ils ont l'air d'être ailleurs. Mais quand je les entends raisonner, quand je les entends parler, quand je vois à quoi ils se réfèrent, c'est quoi le cadre d'analyse, je les trouve très moyens, peu instruits, peu cultivés et très limités pour ce qui est d'être capable de comprendre des études qui leur permettraient de comprendre. Puis en plus, ils ont des biais importants qui les empêchent de poser même les bonnes questions. Mais je vais te poser. Ça donne de la concurrence. Moi, tout ce que ça fait, c'est que ça appelle à la concurrence. Des émissions comme vous faites avec Yann, il se dit il y a un marché pour ça. Il y a le marché de la personne qui est déçue de l'autre offre. Je vais amener une autre offre. Puis la concurrence va faire qu'ils vont être obligés de s'ajuster. Dernière question, juste pour le fun. Quand toi et moi, on a backé Eric Kerr, étais-tu d'accord avec moi? Parce qu'on va donner le insight. Est-ce qu'on l'avait backé parce que c'était une cruche vide qu'on pouvait remplir? Non, c'était le plus brillant de la gang. C'était le meilleur de la gang. C'est pour ça qu'on l'a backé. OK, là, juste être sûr. Ce qui est quand même un peu tragique, honnêtement. C'est une tragédie toute québécoise. On est les premiers parmi les pas bons. OK. Parce que, tu sais, si tu te dis, mettons, que celui qui est choisi, c'est celui qui a le plus de substance, si celui qui est choisi pour être chef, c'est François Legault, ça veut dire que les autres, ça va pas très bien. Là. Moi, je pense que ça arrive à un moment où ta demande est plus exigeante. Tu finis par trouver l'homme qu'il fallait à ce moment-là. À l'heure actuelle, on est confortable, on est riche, on se permet des discussions sur des sujets utiles et sans importance. Parce qu'on fait partie de ce genre de monde-là, on n'a pas besoin de dirigeants forts. Attaque le pays et tu vas voir sortir d'autres personnes dont on aurait besoin à ce moment-là. Ils vont sortir. Ils existent, c'est juste qu'ils sont dans d'autres marchés. À l'heure actuelle, le théâtre politique, il n'est pas très exigeant. La population ne demande rien. Okay. Elle donne la moitié de sa paye pour avoir pas de service. Bon, mais elle s'en contente. Puis elle renouvelle la chose. Puis tout ce que tu as à dire, c'est qu'il n'y aura pas de privé. Es-tu heureux? Tu n'es pas menacé? Et on dit oui. Moi, je suis rassuré d'être dans une démocratie. J'aime mieux être quelqu'un en désaccord avec le résultat démocratique parce que ma population est confo et peu exigeante. J'aime mieux qu'elle ait le logo qu'elle veut, qui est très, très, très moyen avec une équipe où il y a du monde relativement fort quand même. J'aime mieux ça. Puis ce que j'en comprends, c'est que c'est moi qui n'ai pas à bonne place. Si ça me fatigue trop, j'ai juste à aller ailleurs. Mais le Québec a les dirigeants qu'il désire. Si on voulait autre chose, on trouverait autre chose. Mais il n'y a aucun intérêt à aller en politique pour des hommes qui ont plus de calibre que ça. Pas avec le théâtre, la pièce qu'on les obligerait à jouer. Ils n'ont pas d'affaires là. Ils n'ont pas d'affaires là. Puis dans les temps difficiles, des fois, c'est là que les leaders émergent, puis tu ne les avais pas vus venir à quelque part. Parce que, tu sais, peu importe ce qu'on pense du conflit entre les Russes et les Ukrainiens, la réalité, c'est qu'il y a bien d'autres genres de leaders que pour moins que ça, ils prennent l'avion et ils vont se sauver dans un autre pays. Là. Regardez l'histoire de l'Amérique du Sud puis des pays africains. Au moindre conflit, ça prend l'avion puis ça va se cacher dans le pays d'à côté. Puis là, c'est le pays tombe. Puis tu regardes ce que le président de l'Ukraine a fait. Je pense en fait que c'est ça que Poutine pensait qu'il allait faire. Poutine, il pensait qu'en envahissant le pays, il allait se sauver quelque part en Grèce ou je ne sais pas trop où, puis aller jouir de son argent là-bas. Puis finalement, le gars, il s'habille en militaire, puis il a décidé de ne pas lâcher son bout. La force des Ukrainiens aussi. Cette année, là, il y a quand même de la grandeur. Il y a de la grandeur qui est constatée en Ukraine, il y a de la grandeur qui est constatée en Iran.
Ça, je pense qu'on a à s'en féliciter que ça existe et qu'on en soit témoin. Mais si ici, il y a peu de grandeur, c'est parce que tous les problèmes importants sont relativement réglés et qu'on vit dans le confort. Et c'est tout. On ne fait que remettre en question l'héritage qu'on a. Ben, On c'est vrai ce que tu culpabilise dis le là. parent qui nous a transféré un confort. Mais Et on essaie c'est. de détruire ce qu'il a fait. Tu sais, moi, le désir d'aller en politique est au plus faible. Tu sais, j'ai absolument pas le goût d'aller là. Je trouve que c'est de la c'est une marde. C'est pas vrai que je vais gaspiller mon temps, mon énergie, je vais sacrifier mon entreprise pour aller perdre mon temps en politique. Ça a Sacrifie toujours ta été ça. personnalité aussi, hein, by the way. Il Ouais. faudrait que Mais, tu changes massivement ta personnalité pour être mais, demain passable. matin, Québec solidaire réussit à gagner l'élection et réussit par le fait même à bloquer toutes les frontières puis on peut pas sortir. Écoute, ça se peut que je devienne un leader politique. Ça se peut que là, la politique commence à m'intéresser en sacrament. Là. Un, j'ai pas le droit de crisser mon camp. Puis deux, il faut qu'on les débarque, ces hosties-là. Fait que ça change un peu le paradigme. Puis à un moment donné, ça va me chercher une motivation d'aller en politique que présentement, je n'ai pas. Et que je n'aurai pas dans un futur de 10 ou 15 ans. Parce que, comme Denis dit, présentement, le Québec ne t'empêche pas d'avoir du succès. Même si on est trop taxé, même si on a des services de merde, la compétition est très faible. Fait que tu es aussi dans un endroit où est-ce que c'est quand même assez facile pour quelqu'un qui a un peu de talent et qui a une volonté d'avoir du succès dans le monde privé, pareil, malgré la lourdeur gouvernementale, malgré l'incompétence des politiciens. Tu peux avoir du succès au Québec, tu peux monter les échelles de la société. À la limite, je pense que c'est ça que les humains veulent. Ils veulent avoir l'opportunité de grimper dans l'ascenseur social. Tu sais, moi, dans une position où est-ce que je suis... Mon père travaillait dans une usine. Moi, présentement, je dirige une entreprise où est-ce qu'il y a clairement eu une amélioration entre les deux. Je vois mon frère qui est dans une position qui est en train d'acheter des parts dans l'entreprise de construction qu'il a alors qu'il n'a pas fini son secondaire. Je vois mon autre frère qui est en train de setter sa vie avec 2 enfants puis que les choses vont de mieux en mieux de son côté. Sa femme est policière, elle monte vite dans les rangs. Tu es là, tu dis... On a tout amélioré notre sort par rapport à mon père qui a fait une faillite à peu près quelques jours après s'être marié avec sa femme, qu'on a déménagé 13 fois parce que des fois, on avait de la misère à payer le loyer, des choses comme ça. L'amélioration, l'ascenseur social est nettement accessible au Québec. Puis je pense que les humains, fondamentalement, c'est ça qu'ils veulent. Quand tu es jeune et utopiste comme on était, moi puis Vincent, dans le temps qu'il y avait des cheveux. C'est gratuit, ça? Ça fait quand même longtemps, pareil, parce que moi, j'ai vu des vidéos de Vincent en 2013. C'est le genre de saloperie que je ne me permettrais pas. Parce que je suis un homme décent. Mais écoute, c'est tellement vrai, Yann, ce que tu dis là, par rapport à pas au danger, mais à la menace. Mettons, tu te sens interpellé parce qu'il y a une menace. C'est tellement vrai que les politiciens, leur discours, c'est de faire à croire qu'il y en a une pour mobiliser des gens. Oui. Si tu regardes la politique américaine, la game des démocrates, c'est quoi? C'est essayer de mobiliser l'électorat en disant si vous ne nous élisez pas, les femmes ils n'auront plus de droits, les gens vont se faire tirer à cause des armes. Fait que ça, c'est agité de la part. Puis de l'autre côté, ben, ils font sensiblement la même chose en disant si vous ne nous élisez pas, ça va être la destruction de votre société traditionnelle, ça va être des fous de la gauche extrême qui vont prendre le pouvoir. Donc, il y a toujours cette idée-là de. Puis, tu sais, je veux dire, au Québec, c'est la même chose avec François Legault. Si vous ne nous élisez pas, vous ne parlerez plus français, le français va disparaître, notre peuple est sur le bord de... Fait que là, ben, c'est vrai que les gens vont se sentir interpellés si tu agites ces épouvantails-là. Puis dans notre cas, on n'a pas vraiment de vrais problèmes de société graves. Donc, comme ces problèmes-là ne sont pas réels et graves, ben, il faut en inventer ou, disons, mousser des réalités qui sont peut-être moins importantes que ce qu'on dit pour justement mobiliser des gens qui vont se lever et qui vont aller voter parce qu'écoute, hey, c'est le bon père de la nation, là, lui, il va nous permettre de continuer à ce qu'on parle notre langue. Puis ils l'ont dit qu'ils ne nous laisseront pas disparaître. Puis, s'il y a un problème qu'on a, ça peut être celui de la non-compréhension de l'héritage. On a des clients, puis d'ailleurs, il y a des films qui existent pour ça, pour dire à quelqu'un d'une première génération qui n'avait rien, puis qui s'est construit tout seul, puis qui avait faim. On lui dit, ton problème, c'est que tu vas vouloir donner plus à tes enfants, mais ça se peut qu'ils n'aient tellement pas faim parce que tu leur en donnes trop tôt,
qu'il n'y ait pas le moteur, le désir de travailler et d'avoir plus. Puis il paraît que dans tous les pays du monde, il y a une phrase qui dit un peu comme une phrase chinoise, le premier Chinois a un bol de riz par jour, le deuxième mange à la satiété, puis la troisième va avoir de nouveau un bol de riz par jour. Fait que l'héritier, c'est pas un réel successeur. Souvent, il n'est pas au courant de ce que ça prend pour acquérir, puis il n'est pas au courant non plus de ce que ça prend pour conserver. Fait qu'on peut être dans un monde où le libéralisme nous a donné ce qu'on a, et on est incapable d'en reconnaître la vertu et de poursuivre sur cet élan-là. Ça se peut dans ce cas-là qu'on stagne parce qu'on a une génération qui n'est pas au courant de ce que ça a pris. C'est pour ça que c'est bon de savoir ce qu'il y avait avant. Moi, une des biographies qui m'a le plus intéressé dans les dernières années, c'est celle de l'abbé Groux, parce qu'il décrit sa société et ce que le Canadien français était à une époque. Puis tu t'aperçois que tes grands-parents, ils ont dû en faire des sacrifices et travailler pour qu'on ait le confort qu'on a. On devrait être des gens qui ont de la gratitude. Au lieu de ça, on transforme le tableau en disant tout ce qu'on a, c'est le fruit de la destruction, de l'exploitation des plus faibles et de la nature. C'est tout qu'un narratif. Ben oui, puis rajoute à ça qu'on regarde ces gens-là en disant hey, moi, mais OK, ils ont fait des choses, mais c'était tous des racistes, des misogynes, Ouais, des. ça part pas. Tu dis ouais, t'as peur, là. On devrait voir un peu plus la grandeur. Le point de Denis est bon, tu sais. Quand je parlais un peu tout à l'heure, mon père, où ce que je suis aujourd'hui, il y a un ascenseur social, tout ça. Mais quand j'ai des discussions avec ma femme par rapport à nos enfants, le plus gros stress qu'on a, c'est de trop les gâter, les pourrir, autrement dit. Ça, c'est un stress qui est réel entre nous deux, puis c'est une des raisons pourquoi je m'entends bien avec ma femme. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on a fait récemment qui est totalement free quand tu y penses. C'est Isaac a 13 ans, puis il est déjà dans son 3e emploi. Présentement, là, c'est un coach de judo. Le vendredi soir, il donne des cours de judo à des petits culs de 5-7 ans. Des ceintures blanches, des ceintures jaunes. Fait que c'est quand même... Lui, il triple. Je sais qu'il y a du fun et tout ça. Nous autres, on arrive, on a une fin de semaine qu'on veut monter à Boston il y a quelques semaines. Donc, évidemment, on doit partir le vendredi, aller coucher à l'hôtel, et ainsi de suite. Sauf que Isaac, à 7 h le soir, il a son cours de judo qu'il doit aller donner. Puis je suis obligé de le déplacer en voiture pour qu'il y aille. Ben, on est parti à 8 h pour Boston. On a attendu toute l'après-midi, la soirée. On est allé le porter à son cours de judo. On l'a ramené. Après ça, on a laissé les enfants toute la fin de semaine à la maison. Ils sont assez grands pour Ils ont fait ça comme des champions. C'était parfait. Et on est parti pour Boston. J'aurais pu partir à 2 h l'après-midi. On est parti à 8 h le soir pour que mon fils aille gagner 15$ de l'heure. Tu sais, il n'y a rien d'intelligent monétairement à faire ça. Mais la raison pourquoi on l'a fait, c'est qu'on lui a dit, tu as un emploi, tu y vas. Je ne passerai pas mes intérêts personnels avant ceux de mon fils. Puis ceux de mon fils, c'était de respecter l'horaire de travail qu'il a. Mais ça, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui oublient cet aspect-là. Oui, on est dans une société confortable, mais c'est venu par une discipline, c'est venu par un labeur, c'est venu par de la liberté, c'est venu par de la responsabilité aussi. Ça n'a pas été acquis, c'est pas tombé du ciel, cette affaire-là. Fait que nous autres, dans la transmission de nos valeurs, ce qui est important, c'est qu'il ne manque pas de la job. Fait que avant de partir pour Boston, pour mon peu bonheur personnel, tout seul avec ma femme, je vais attendre qu'il aille faire sa job, puis je vais le ramener à la maison pour être sûr que ses obligations sont remplies avant de partir. J'ai l'impression que des fois, les gens oublient de faire ce step-là quand ils pensent à leur future génération. Parce que, puis tu dois avoir des discussions aussi avec tes enfants sur justement d'où est-ce qu'on vient. On a eu une discussion récemment avec les enfants, puis ils me disaient c'est de la merde, les religions. Qu'est-ce que ça me donne de savoir c'est quoi le judaïsme, puis t'as de la fête, puis je m'en sac-tu. Puis... Non, c'est un peu comme Denis disait, c'est important de savoir d'où qu'on vient parce que ça te permet d'apprécier ce que tu as présentement et ça te permet aussi de mettre en place les conditions gagnantes pour le continuer. Mais si on renie le passé ou on fait exclusion du passé puis on fait juste ridiculiser le passé sans comprendre d'où est-ce qu'on vient puis comprendre l'importance du libéralisme dans notre société, ben oui, on peut s'autodétruire nous-mêmes dans une situation comme ça. D'autant qu'on s'aperçoit qu'on peut perdre des choses. Ce qui est arrivé en 2021-2022, t'apercevoir que la guerre, ça existe encore.
c'est une bonne chose. Parce Mhm. qu'on peut être exigeant envers nos dirigeants. De t'apercevoir que l'Allemagne est obligée de fermer des usines pour qu'on chauffe des écoles, ça prouve encore que des politiciens qui n'ont pas de calibre peuvent amener leur population à subir des dommages qu'ils n'avaient pas à subir. Parce que le vrai mandat, ça serait de dire aux politiciens, toi, tu es supposé me prémunir de toutes sortes de risques qui sont couverts par le fait que tu as fait des choix qui étaient conséquents, par exemple, en ayant une diversité de sources d'énergie, de ne pas t'attacher à un tyran qui est ton unique fournisseur de gaz ou de pétrole. Ça a de l'allure, ça, de demander ça à un dirigeant. Fait que moi, je trouve que la chance qu'on a à l'heure actuelle, si on comprend un peu le tragique du réel, ce qui se passe en Europe, entre autres, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Chine, on se dit, il y a de la valeur à ça si on se compare. Et donc, on devrait savoir d'où est-ce que ça provient. On devrait comprendre comment ça s'entretient et comment ne pas le perdre. Moi, je pense qu'on a 2-3 bonnes années qui nous montrent que le tragique existe et qu'on peut perdre des choses qu'on a déjà gagnées. Ce n'est pas totalement acquis. Et en plus, probablement que ce qui est arrivé avec la Russie, ça nous épargne des problèmes plus graves avec la Chine éventuellement. On va se méfier plus maintenant et il y a des changements parce que le monde est tragique. Donc, dans un monde tragique, tu as besoin d'être préparé, tu as besoin d'être instruit, tu as besoin d'avoir prise sur le réel et un jour, tu auras besoin de politiciens qui soient autre chose que des acteurs comme on a parce que notre monde est pacifié, mais ça se pourrait qu'un jour, tu aies besoin de vrais hommes et de vraies femmes. Puis c'est pour ça qu'il faut rester allumé et le proposer. Ça finit bien, podcast. Ouais, je trouve que c'est un bon mot de la fin. On remercie On Denis a vraiment de nous avoir gâté les auditeurs accompagnés avec Denis. dans ce podcast-là. Ouais, c'était une bonne partie bonus pour les abonnés. Fait que, merci tout le monde de nous avoir écoutés pendant presque 2 heures de temps et on se reparle la semaine prochaine.